La discipline. Et après cette matrice, quelle fabrique du savoir, c'est le titre d'une nouvelle série de rencontres, réflexions estivales, informelles, amicales, au sujet de l'avenir du savoir. Ces rencontres initiées depuis Montréal donnent la voix premièrement aux jeunes qui devront composer, innover, reconstituer le savoir tel qu'ils le reçoivent ou l'ont reçu en héritage. Ces rencontres réflexions sont destinées à jouer avec les idées, à se les passer comme une balle de tennis, à les ensemencer, à les laisser germer. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Miruna Crasiunescu. Merci beaucoup de prendre le temps de scruter un peu l'horizon du savoir en ces moments de changement imminent qui s'imposent, notamment pour certaines disciplines des humanités, dont la nôtre qui est la littérature. Miruna, tu nous parles depuis l'Écosse où tu vis depuis plusieurs mois. Depuis le début de la pandémie, je devais rester ici seulement un mois et finalement, je suis plus repartie D'accord. à Dundee. Donc, c'est la ville où Mary Shelley a écrit Frankenstein, Mm. pour l'anecdote. Magnifique, magnifique. Cela tombe bien dans le contexte de notre causerie aujourd'hui. Miruna Krasionescu, tu as complété tes études doctorales avec une thèse obtenue à l'Université McGill portant sur les représentations de la Renaissance dans les romans historiques contemporains d'expression française. Intitulé L'inverti, l'hérétique et le pauvre diable, la Renaissance révisitée à travers ses marges, 1984-2017, ta thèse paraîtra prochainement aux éditions Hermann dans la collection La République de Lettres. Félicitations pour cette parution latente. En plus d'être une chercheure en lettres de première ligne, Miruna, tu es aussi autrice de plusieurs romans jeunesse que tu as fait paraître sous le pseudonyme de Miruna Tarko. Miruna, tu as été une adolescente pas comme les autres. Tu écris depuis l'âge de 11 ans et ton premier roman, L'île du diable, est paru à Montréal aux éditions Carte Blanche en 2006, alors que tu n'avais que 16 ans. Oui. À présent, tu collabores à des revues comme Esprit Libre. L'Esprit Libre, j'ai vu récemment passer un appel de texte très audacieux et intéressant. Esprit Libre, donc, entre vous et la recrue du mois. Ton dernier roman, L'apprentissage du silence, paru aux éditions Hashtag de Montréal en 2018, un roman qui jouit d'une excellente critique, propose un rapport inédit au temps à travers le parcours d'un couple qui échappe au vieillissement. Miruna, tu poursuis à présent tes recherches postdoctorales en écopoétique, une recherche en co-tutelle entre Québec et Belgique. Et tu travailles aussi comme directrice littéraire aux éditions Hashtag de Montréal, où tu t'occupes notamment du genre du roman et de la poésie. Alors, ma première question, Niruna, j'aimerais commencer par une question que j'ai posée et que je poserai à tous les autres invités. Dans un monde où l'éducation est quasiment professionnalisante, dans un monde gouverné par la performance, par la robotisation, pourquoi as-tu choisi la littérature? Et en plus, tu as choisi d'aller loin, jusqu'à faire un doctorat, puis de continuer avec un post-doctorat pour finalement demeurer très attaché à la littérature, même à présent. J'aimerais t'inviter à raconter un petit peu ton histoire. Merci Mirella pour ce très bel exposé qui me fait rendre compte que la vie bon, dans la recherche est extrêmement active, comme on le voit en général quand on consulte les CV des personnes qui sont impliquées dans le milieu. On n'a pas le temps de se reposer, mais c'est une activité qui est elle-même enfin, une forme de repos, le fait de réfléchir tout le temps. Qui me correspond très bien. Dans mes interviews, mes premières interviews que j'ai données en 2006, 2007, 2008, quand mes premiers romans sont sortis,
ça fait un moment que je ne suis pas revenue sur l'idée que j'avais exposée alors, mais c'est ce qui m'a fait entrer en littérature, comme on le disait autrefois au 19e siècle, entrer en poésie. C'était à cause de la lecture de Harry Potter. Et très souvent, on m'a dit par la suite, quand j'ai commencé mon parcours universitaire, il faudrait peut-être pas que tu le dises, ça fait pas sérieux. Mais c'est quelque chose sur lequel je reviens et sur lequel je suis revenue ces derniers temps parce que je me suis rendu compte que c'est pas anodin le fait que ce soit un livre qui est considéré grand public, pour les enfants, une série qui est commerciale et qui a fait énormément d'argent, qui m'a fait entrer sur un parcours professionnalisant de la littérature, de la recherche en littérature, de la théorie, de la critique. Et donc, ce qui a vraiment initié ce parcours, c'était un livre qu'on ne prendrait pas forcément au sérieux dans le milieu littéraire. Et pour moi, c'est intéressant à garder à l'esprit parce que je crois que ce qui m'a fait entrer dans le milieu littéraire, c'était le fait que je voyais que c'était un phénomène c'est un phénomène qui a vraiment marqué ma génération. Je ne suis pas la seule enfant de cet âge-là à avoir commencé à lire avec Harry Potter. Et pour moi, le fait que c'était une femme et une seule personne qui a réussi à avoir un effet aussi large, aussi imprévisible, aussi global, à partir de quelque chose qui, apparemment, en apparence, est aussi simple. Le fait d'écrire des livres, ça prend du temps, bien sûr, ça prend un investissement personnel, mais ça ne prend pas une infrastructure, un budget énorme. Et c'est quelque chose qui a véritablement changé une génération. Donc, pour moi, c'est le rêve, disons, que Harry Potter a fait germer en moi, c'était la conviction de pouvoir faire quelque chose à l'échelle personnelle avec la littérature et pouvoir transmettre une passion. Donc, c'est quelque chose que j'ai encore. Bien sûr, c'est un peu espérer pouvoir écrire quelque chose comme ça et réaliser un projet d'une telle ampleur, c'est un peu comme espérer gagner à la loto. C'est quelque chose que j'espérais. Il faut espérer. Oui. C'est quelque chose que j'espérais plutôt à l'âge de 16 ans. Bon, maintenant j'ai d'autres objectifs en tête. Mais quand même, je pense que même à une plus petite échelle dans le sens, même si on s'adresse à 15, 20, 90 personnes, le fait de pouvoir faire un changement, opérer un changement dans la vie de quelqu'un à travers des livres, c'est vraiment quelque chose que je trouve merveilleux. Et très important. Et très important aussi. Oui. Miruna, il y a un an, tu es venue me voir dans un de tes brefs passages ici à Montréal, parce que tu vis beaucoup à l'étranger dernièrement. Et je me rappelle que lors d'un lunch estival sur le campus de l'Université de Montréal, tu m'as fait gracieusement visiter le chantier de ton prochain roman, auquel tu travailles à présent. Nous n'allons certes pas le dévoiler ici, mais alors, tu as un parcours que l'on pourrait qualifier de, je dirais, non hybride, et je m'explique. C'est-à-dire que si d'autres arrivent en littérature en philosophe, en chanteur d'opéra, en danseur, donc après avoir déjà vécu d'autres expériences et avoir traversé d'autres mondes, toi, tu arrives en littérature dès le départ. Et tu procèdes lentement, mais sûrement, à une hybridation de la pensée depuis l'intérieur de cette discipline. Donc, nous sommes dans le mouvement un peu inverse. Alors que d'autres amènent des concepts, des méthodes, d'outils de pensée en littérature, toi, tu approfondis ceux qui sont les plus intéressants en littérature, évidemment spécifique à la littérature, pour les exporter. Et selon moi, qui me place plus bien que mal en observatrice, je te connais quand même depuis un certain nombre d'années, tu es à présent dans cette étape de quête du lien, qui est une étape indispensable avant d'aller ailleurs. Miluna, quel est le lien entre la Renaissance, ou plutôt la représentation de la Renaissance, l'écopoétique, ton postdoctorat, et l'intelligence artificielle, autant dans ta pratique effective de la littérature comme critique, comme sur le terrain des études, mais aussi sur le terrain de la création en tant qu'écrivaine. Quel est le lien? Le lien entre
la Renaissance et l'éco-poétique, je vais d'abord commencer par ces deux-là, est tout sauf évident, mais il est Oui. directement lié à, disons, la première question que je me suis posée sérieusement dans mon premier travail de recherche, c'était le travail que j'ai déposé à la fin de mon bac, qui était celui de l'humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment une absence de dialogue entre les spécialistes de la Renaissance et les spécialistes du XXe siècle autour de la question de l'humanisme. Alors pour les 16e, c'est évident que l'humanisme, c'est l'étude des humanités, le grec, le latin, l'étude des anciens, etc. Alors qu'au XXe siècle, l'humanisme, c'est une pensée de l'homme, la philosophie de l'homme, des droits de l'homme, qui en fait est née au XVIIIe siècle. Ça n'a rien à voir avec la Renaissance. Donc, pendant ma thèse, j'ai cherché, bon, d'abord avant, en mémoire de maîtrise, pour porter aussi sur cette question, ça portait sur l'humanisme dans l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Et dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je me suis rendu compte que le parcours personnel de Marguerite Yourcenar a suivi un cours inverse, disons par rapport à l'évolution de la pensée autour de l'humanisme en France des années 60, non 50 je dirais, des années 50 jusqu'aux années 80. Ça a vraiment suivi un parcours inverse à celui que l'on retrouve dans la philosophie et le monde académique français de la même époque. Dans le sens où, quand elle a fait paraître son premier grand roman historique, Les Mémoires d'Adrien, sa pensée était articulée vraiment, c'était l'humanisme de la Renaissance, qui était celui de l'empereur Adrien. Et c'était une pensée très optimiste sur le monde après la Deuxième Guerre mondiale, la possibilité des humanistes vraiment, des humanités, de changer le monde à un niveau politique. En 68, qui est aussi en fait l'année autour de laquelle Luc Ferry et Alain Renaud ont lancé leur pamphlet anti-humaniste et, disons, leur appel à un retour vers une philosophie des droits de l'homme, elle était déjà beaucoup plus, disons, désenchantée sur les possibilités qu'ont les humanistes de changer le monde. Et surtout d'avoir une influence positive sur la politique de leur époque. Zénon, qui est le personnage principal de l'œuvre, finit par être condamné au bûcher pour ses idées. Il y a vraiment une incompréhension profonde entre lui et son milieu. Et une incapacité, en fait, à faire, à dire ses idées, à les transmettre à son époque. Et donc, dans ma thèse, j'ai cherché à mettre en dialogue, disons, les études sur le XVIe siècle avec les études sur le XXe et le XXIe siècle pour chercher à comprendre mieux les liens entre les deux époques. Et je crois que c'est quelque chose qui se fait très peu dans les études littéraires, surtout dans les départements plus classiques comme à McGill. C'est dommage parce qu'il y a des raisons structurelles aussi qui font en sorte que ça se fait peu. Les doctorants sont peu portés par leurs professeurs à choisir de tels sujets parce que ça se vend mal par la suite lorsqu'on commence sa carrière. En tant que jeune prof, on nous demande quelle est votre spécialisation. Et moi, je me présente en tant que 21e parce que mon corpus porte principalement sur le 21e siècle, mais j'ai une formation aussi de 16e. Et ma superviseure de thèse était 16e. Donc, je me situe un peu le cul entre deux chaises pour utiliser une expression courante. Je suis entre deux mondes. Et tu n'es pas la seule. Avec d'autres invités, nous avons évoqué le besoin de changer la manière dont on évalue à partir de la littérature et en littérature. C'est déjà plus du tout pour entrer dans un poste, pour avoir la permanence, ainsi de suite. Donc, oui, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de spécialistes en quelque chose. Les gens sont de plus en plus interdisciplinaires, engagés dans des traversées, dans cette démarche de faire des ponts entre des siècles, entre des concepts, entre des notions, entre des champs de savoir. Et là, on se retrouve avec cette impossibilité d'évaluer une telle carrière. Et troisième volet, c'est l'intelligence artificielle. On a compris, j'ai compris maintenant
la Renaissance, l'éco-poétique, donc, parce que c'est cet humanisme-là qui est au centre, et puis l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, enfin, l'éco-poétique, pour ceux qui n'auraient pas compris le lien en fait avec l'humanisme, ça vient du fait que euh, la littérature environnementale et le courant, le mouvement, la philosophie environnementale de manière générale a souvent pensé la question de l'humain, le lien entre l'humain et le non-humain et l'écosystème de manière générale. Et en France en particulier, c'est encore une fois un essai de Luc Ferry qui a longtemps retardé l'arrivée, disons, de l'écologie dans le champ académique français parce qu'en raison d'un soupçon qu'on a fait porter sur l'écologie qui serait anti-humaniste. Et moi, bon, ayant travaillé beaucoup sur le concept de l'humanisme et disons l'histoire de ce mouvement, j'étais portée à étudier cette discipline pour comprendre ce que l'humanisme devient dans ce champ-là. Donc, le lien avec l'intelligence artificielle, c'est plutôt... Bon, c'est un peu lié avec l'éco-poétique parce que très souvent, les ouvrages, disons la littérature environnementale, surtout de langue française, prend une forme qui est plutôt dystopique. On se pose la question en quoi va ressembler, disons, le lien entre l'humanité et la nature dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en général, c'est pas beau à voir. Ce sont toujours des romans qui sont un peu catastrophistes, où on a du mal, on a beaucoup de difficultés à imaginer que l'avenir puisse prendre une tournure positive. Oui, je te laisse, continue. Et c'est quelque chose que j'ai voulu contrer de façon très consciente dans ma pratique d'écrivaine, parce que je pense qu'un des pouvoirs de la littérature, c'est de nous faire imaginer l'impossible, de nous faire imaginer ce qu'on ne conçoit pas comme étant réalisable et possible à l'époque actuelle. Et c'est vraiment... la science-fiction, c'est un genre que je connais moins parce que je l'ai moins pratiqué en tant qu'écrivaine, mais j'ai tendance, enfin d'un roman à l'autre, à changer de genre. J'ai pratiqué un peu le roman policier, la fantaisie héroïque, le roman historique. Et maintenant, bon, la science-fiction m'a interpellée parce que c'est vraiment un genre qui offre des possibilités tout à fait nouvelles. Et pour moi, la question que je me suis posée, c'est comment puis-je imaginer un monde qui ne serait pas dystopique, qui ne serait pas utopique non plus, hein, attention, parce que c'est pas un univers où j'imagine où l'intelligence artificielle résout tous les problèmes de l'humanité. Mais c'est pas Terminator. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait en sorte que dans mon univers fictionnel, les choses ont évolué de telle sorte à ce qu'il y a des possibilités qui n'existent pas actuellement. Et l'intelligence artificielle ouvre un champ de possibilités qui paraît impossible à réaliser présentement, un peu moins impossible en raison de la pandémie actuelle, en réalité. Actuellement. Parce que beaucoup de choses ont évolué. Mais j'avais conçu le projet avant la crise. Oui. Et c'est très intéressant, oui. Et je vois certains liens, en fait, qui s'opèrent en ce moment dans les changements qu'on constate vraiment sur le plan international. Et un de ces liens-là, c'est la coopération entre la communauté scientifique à l'échelle nationale pour produire un nouveau vaccin, un vaccin contre le coronavirus, ce qui aurait été impensable de manière aussi rapide et aussi internationale auparavant. Donc, c'est un monde où l'échange de savoir se fait de manière beaucoup plus rapide, de manière virtuelle aussi. Et c'est le cas dans mon roman. Récemment réalisé avec Laura et Léa, nous avons évoqué les compétences comme concept prédominant dans le discours matriciel actuel. Une autre expression qui fait fortune dans l'écosystème humain-machine qui infiltre les humanités aussi, c'est le concept de l'intelligence émotionnelle, défini comme capacité à identifier et à gérer ses propres émotions et les émotions des autres. Moi, je ne saurais dire pourquoi l'intelligence émotionnelle a aussi rapidement gagné le statut de reine
pour se trouver sur toutes les lèvres. Parce qu'en effet, un spécialiste qui a beaucoup étudié les types d'intelligence humaine, Gardner, il en identifie 8, voire 10 intelligences, et selon lui, toutes sont sous-exploitées dès le plus jeune âge par le système scolaire. Alors, des spécialistes, des patrons des ressources humaines, des chercheurs s'accordent tous pour dire de nos jours qu'à l'avenir, la distinction entre l'exploitation et l'exploration s'accentuera. Ce processus a déjà commencé par ailleurs. Et si les machines, les robots, sont adaptés pour l'exploitation et l'optimisation, les humains devront développer davantage l'exploration, qui sous-entend la créativité, la sensibilité et les émotions. Et moi, je me demande maintenant, comment allons-nous redevenir empathiques, sensibles, remplis de compassion, respectueux en expression et gestes envers les autres, après avoir quasiment supprimé des disciplines importantes dans le domaine des humanités, dans la littérature des programmes. Finalement, quel est le degré de vérité des concepts comme créativité, innovation, intelligence émotionnelle dans un monde où chaque geste est mesuré dans la seule quête absurde de performance pure, peu importe le milieu? Je me demande si ces mots ne sont pas devenus de simples coquilles vides qui circulent comme ça dans le discours, comme je te donne l'exemple de l'interdisciplinarité, qui ne transporte plus du tout l'essence de ce qui est interdisciplinarité, ce qui signifie l'interdisciplinarité. C'est un mot qui se trouve partout, qui a été dépourvu de son patrimoine, quelque part. Puis, est-il suffisant de nos jours, comme on veut peut-être nous faire croire, de prendre un cours sur l'intelligence émotionnelle en psychologie, qui est la discipline qui s'en occupe très bien d'ailleurs, pour devenir émotionnellement intelligent? Alors, Myrna, à l'expression fortunée de l'intelligence émotionnelle, j'aimerais te proposer de suppléer, donc de remplacer celle de la sensibilité comme une combinaison entre sensation, émotion et intuition, les facultés que nous développons beaucoup en humanité et en littérature. J'aimerais t'inviter à parler un peu de la sensibilité comme faculté humaine développée par la littérature, ou qui n'est plus peut-être développée car la littérature s'enseigne de moins en moins. Quel est ton avis là-dessus? Merci beaucoup d'avoir fait porter la discussion sur le sujet de la sensibilité qui me tient à cœur, parce que ça me permet d'aborder un autre sujet qui est très problématique pour les littéraires, qui est celui de l'utilité de la littérature. On me demande souvent, bon, ça c'est quand les gens ne se contentent pas de répondre avec un petit hochement de tête, « Ah, c'est intéressant, la recherche en littérature ». En général, une autre remarque que je reçois très souvent, c'est « À quoi ça sert ?» De manière très, très directe, disons. Et très souvent, les personnes qui me demandent ça sont les personnes qui ne lisent pas. Et ce sont les mêmes gens qui se demanderaient, en apprenant qu'il existe des programmes pour subventionner, disons, les éditeurs, les auteurs, etc., pourquoi est-ce que l'argent de mes taxes, de mes impôts, devrait servir à subventionner le milieu du livre et de l'éducation de l'humanité qui est en train de mourir, qui ne sait pas s'adapter aux exigences du monde actuel? Pourquoi sauver une industrie qui ne fonctionne pas bien, qui ne sait pas s'adapter? Et ça, c'est parce que le milieu du livre, le livre lui-même comme objet culturel, est considéré comme une sorte de divertissement, une forme de divertissement. Tout comme partir en randonnée, faire de la pêche, c'est mis sur le même niveau. Et ça, c'est vraiment problématique. Et je pense que le milieu culturel, de manière générale, j'inclus le livre là-dedans, mais ce n'est pas seulement le livre, ce n'est pas seulement la littérature, il faudrait le voir comme une infrastructure. La personne qui pose la question « Moi, je ne lis pas, pourquoi est-ce que je devrais payer pourquoi est-ce que mes impôts devraient servir à maintenir l'industrie du livre ?» Je me demande si elle poserait la même question pour des aéroports ou pour des gares ou pour des autoroutes. Les gens peuvent très bien ne pas conduire
ne pas prendre l'avion et bénéficier du fait qu'ils vivent dans un pays où ce système-là d'infrastructure est très développé. Parce que les pays qui n'ont pas ces infrastructures-là sont isolés, économiquement stagnants, et il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'avenir. Il y a un exode qui a lieu et qui est très difficilement réversible vers les lieux qui possèdent ces infrastructures-là. Donc, si on perd en fait l'utilité, on perd de vue trop longtemps l'idée que la littérature fait partie de cette infrastructure, sert à la circulation des idées, il est très difficile de la remettre en place, de remettre la machine en marche. On l'a vu avec l'industrie médicale. Si les hôpitaux n'ont pas assez de fonds, disons, pour avoir la possibilité de répondre à une crise rapidement, peu importe à quel point on va injecter des fonds rapidement lors d'une crise, la crise sera accentuée parce que l'infrastructure n'est pas capable de répondre à cette demande. Oui. Au milieu du livre, une crise pareille, je ne sais pas exactement comment l'identifier. On ne peut pas faire un parallèle simple avec la pandémie de coronavirus, mais je peux très bien imaginer un moment où, si on continue à s'enligner dans cette direction-là, à un moment donné, peu importe l'argent qu'on va injecter dans le milieu culturel, on ne pourra pas faire face aux besoins d'une population qui aura besoin justement de développer sa sensibilité, son empathie, sa curiosité. Et je pense qu'un des éléments de cette crise, c'est tout simplement la robotisation des emplois. Il y a beaucoup d'emplois qui ne nécessitent pas des facultés sur lesquelles on met encore beaucoup l'emphase dans les programmes d'éducation. Quand moi j'étais à l'école, bon, apprendre par cœur, ça allait de soi, il fallait apprendre par cœur. Et je crois que la littérature est une réponse possible à ces problèmes-là, disons, à ce défi, parce que ça n'apprend pas des connaissances spécifiques. On n'a pas besoin en ce moment d'apprendre des connaissances spécifiques. L'ordinateur peut faire ça mieux que nous. Oui, on arrivera, effectivement, tu as tout à fait raison. J'ai envie de rebondir un petit peu sur cet exemple qui est très intéressant. Pourquoi devrais-je financer et donner de l'argent dans l'industrie du livre alors que moi je ne lis pas, je me contente de mon téléphone et puis YouTube et Facebook, ça me suffit largement. Et le parallèle donc l'exemple que tu as pris sur les aéroports. Alors, oui, effectivement, pourquoi devrais-je donner de l'argent si je ne prends jamais l'avion? Tantôt, tu parlais de l'idée de collectif, de l'idée de lien entre les humains. Je crois que c'est très important d'arriver à un certain moment donné, de passer outre cette individualité pour tomber dans l'individuation, ce qui est complètement différent. Donc, pour aller un petit peu de moi aux autres aussi. Si moi, je ne lis pas, oui, d'accord, je peux comprendre que d'autres le font. Si moi, je ne prends pas l'avion, je peux comprendre que d'autres le font. Et dans ce collectif, dans ce tout, je fais ma part et je donne pas pour moi, mais pour un autre qui est en lien avec moi. Parce que lui, il donne peut-être de l'argent pour quelque chose qui m'intéresse moi. Donc, cet art du lien, c'est complètement, il a été complètement effrité, sinon détruit, pour faire de nous des individualités dans une société où on voit exactement notre intérêt strict et où on est évidemment formaté comme tu le dis très bien. Et aussi pour continuer dans cette avenue que tu ouvres, je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui dans cette possibilité de voir, mais impossibilité aussi de ne pas voir, pour dire comme Blanchot, qu'on est en situation de sous-utilisation de l'être humain, de sous-exploitation de notre potentiel lié à la sensibilité. Tu disais tantôt, les robots font beaucoup de ce que nous
nous avions l'habitude de faire il n'y a pas aussi longtemps. Pourquoi il est important, donc nous, il faut qu'on s'occupe d'autre chose et on reviendra sur cela. Pourquoi il est important de reconnaître et d'assumer le fait que nous sommes encore des êtres sensibles? Tomasella, qui est un psychologue qui s'est occupé beaucoup de la sensibilité, il disait, et il avait ma foi raison, on ne peut pas vivre ou on ne peut plus vivre de manière strictement linéaire comme on veut nous imposer de vivre. Vouloir tout contrôler, vivre avec la même intensité, poser toujours le même regard, même investissement, même engagement. Il est tout de même important de reconnaître l'altérité, l'alternance, de nous autoriser de fluctuations de nos énergies, de nos émotions, ne serait que pour reconnaître l'impermanence de la vie et notre place dans cette vie-là. Donc, selon toi, comment devrait peut-être la littérature renaître comme discipline pour réhabiliter la sensibilité dans notre société? Encore une fois, sensibilité pour nous, c'est synthèse entre sensation, émotion et intuition, nos facultés principales. C'est une des solutions qui est toujours proposée pour faire en sorte que la littérature échappe à cette crise, c'est de la rentabiliser. Moi, je crois qu'il ne faut pas demander à un philosophe de vendre des chaussures. Il va probablement mal les vendre. Ou il va vendre des chaussures qui ne sont pas adaptées aux besoins du public. Percevoir le livre comme un objet de vente, en fait, ce qu'il est trop souvent. C'est principalement un mode de transport qui nous amène d'un point A à un point B. Le point B n'est pas forcément plus éclairé que le point A, mais ce n'est plus le point A. Et je pense que la sensibilité ne peut se développer qu'en ayant beaucoup voyagé. Il faut véritablement faire en sorte de remettre la fonction de la littérature là où elle est véritablement, qui, je crois, tu l'as très bien mis de l'avant, tu l'as très bien exposé, c'est de développer la curiosité envers des réalités qu'on ne connaît pas, c'est de développer l'empathie en étant capable de s'identifier avec ces réalités qu'on ne connaît pas. Et surtout, la sensibilité, c'est ce mélange qui est ce qu'on disait au XVIIIe siècle, ce je ne sais quoi. Le XVIIIe siècle était le siècle de la sensibilité. C'était le siècle où on sort de sa spécialité pour toucher à tout. Et si on est un intellectuel, d'ailleurs, la littérature n'était pas conçue de la même façon que maintenant, et je crois que c'est un des problèmes. Elle est bornée à quelque chose de trop précis. La littérature, ce n'est pas seulement la grande littérature, ce ne sont pas seulement une série d'œuvres qui paraissent dans une collection hyper annotée avec une introduction très érudite. C'est beaucoup plus que ça. Et je crois qu'il y a un intérêt énorme pour les discours. On le voit dans les plateformes, les médias sociaux et Facebook en premier lieu, Twitter aussi, à exploiter ce que la littérature ne fait pas en ce moment. C'est-à-dire le besoin de faire circuler des discours rapidement et entre des communautés qui, autrement, n'existeraient pas en tant que communauté, ne se parleraient pas. Et ce dialogue, la littérature, l'objet livre, ne le fait pas en ce moment, ne le promeut pas. Je me demande, en t'écoutant, si on a bien fait de faire de la littérature une discipline. Après tout. Miruna, tu parlais de l'éducation et je crois que c'est approprié d'approfondir un petit peu ce sujet. Tu es jeune chercheur, une jeune chercheure très talentueuse. J'espère que tu seras très rapidement en poste quelque part, parce que je sais que tu es intéressée à faire carrière comme professeur de littérature et je crois que tu seras plus qu'une professeure habituelle en littérature, mais tu as aussi ce côté, cette volonté de voir un petit peu et de t'ouvrir vers des horizons nouveaux, donc c'est très précieux. Et j'espère que l'université, le département qui t'aura bientôt va apprécier ce don que tu as et cet intérêt pour l'avenir. Alors, puisque tu es intéressé à faire carrière comme professeur de littérature, j'aimerais qu'on entre un petit peu dans cette idée de sensibilité et transmission du savoir.
Alors, on a souvent dit que la technologie a bouleversé notre rapport au monde, notre rapport au texte, pour l'écriture, pour la lecture, et des chercheurs s'occupent très, très bien de cela. Il y a des groupes de recherche très bien établis depuis un moment dans nos universités ici à Montréal et aussi ailleurs dans le monde. Il y a des spécialistes qui s'occupent de ces aspects dans à peu près tous les départements, même en littérature. Mais avec la technologie, et quand je parle de la technologie, peut-être le terme machine est plus approprié, plus englobant, qui comprend tout, Internet, numérisation, digitalisation, ainsi de suite. Ce ne sont pas uniquement les moyens de la fabrique du discours de tout type scientifique ou humaniste qui changent. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le stylo avec lequel on écrit qui est remplacé par le clavier. Ce n'est pas non plus le moyen d'expression, la production et la lecture, la réception du texte qui se modifie, mais le contenu, le sujet même du savoir qui change. Et je crois que cela est très important car cela nous renvoie à cette idée de transmission de savoir. Là, je fais une parenthèse parce que dernièrement, j'ai côtoyé le milieu de la pédagogie universitaire et transmission de savoir ici, ce n'est pas une idée unilatérale du professeur dans un étudiant qui est un réceptacle vide, parce que je sais que la pédagogie n'aime pas cette expression de transmission de savoir. Moi, je propose de parler de transmission de savoir comme dynamique, comme circulation de savoir à travers différentes méthodes qui importent un petit peu moins dans notre contexte aujourd'hui. Donnons un exemple. On a souvent parlé de l'externalisation de la mémoire. Et toi, tu as touché tantôt l'idée de l'apprentissage par cœur. Donc, la mémoire de nos jours n'est plus dans nos têtes, elle est dans l'ordinateur. Pas toute, heureusement, mais une grande partie de la mémoire se trouve dans nos ordinateurs, sur le disque dur ou sur d'autres supports. Donc, si la mémoire n'est plus dans nos têtes, mais dans l'ordinateur, nous ne pouvons plus transmettre le même contenu parce qu'il est devenu caduc. Ce qui est très intéressant, j'ai côtoyé d'autres disciplines et les professeurs en sciences, par exemple, disent qu'ils enseignent à présent d'après la méthode dont ils ont été enseignés en proportion d'environ 15% uniquement. Le reste, tout a été complètement adapté au présent. Cela n'est pas vrai il y a 50 ans où on pouvait encore enseigner selon la méthode de nos enseignants, donc le mimétisme, le fameux mimétisme en pédagogie. Voilà. Autrement dit, aujourd'hui, un prof qui ne transmet plus un savoir, un prof ne transmet plus un savoir constitué, un savoir figé, un savoir délimité, mais qui est toujours en cours de constitution. Il se renouvelle et très rapidement de nos jours. C'est un grand philosophe qui nous a quittés récemment, Bernard Stiegler, qui est un des grands philosophes qui s'occupait de l'impact des nouvelles technologies sur nos vies, dans l'éducation, ainsi de suite. Il y en a d'autres, mais lui, c'était vraiment quelqu'un de très connu, qui avait attiré l'attention sur le fait que le professeur aujourd'hui n'est plus ce qu'il était, il appelait ça le délit du professeur, parce qu'on est toujours pris avec un savoir en cours de constitution. Donc, notre mémoire n'est plus dans notre tête, elle est dans l'ordinateur. Évidemment, cela n'est pas du tout une caractéristique de la technologie. Il ne faut pas hurler, crier, c'est la technologie. Socrate disait déjà qu'il était contre l'écriture. Avec l'invention de l'écriture, il disait déjà, faites attention, si vous confiez votre mémoire au livre, vous la perdez. Et si les choses sont pas mal claires en sciences, moi, je crois que le cas de la littérature est un petit peu plus complexe. Parce que d'un côté, elle transmet encore un savoir constitué. La perspective historique demeure l'ossature en littérature, même si nous avons montré tantôt que cela ne se tiendra plus longtemps. Voilà, avec des spécialisations très bien délimitées sur des courants, sur des siècles, c'est fini ça.
Mais d'un autre côté, nous avons aussi des cours de création littéraire, de littérature comparée, qui doit composer constamment avec l'inconnu, qui crée des méthodes en marchant, qui ne se contentent plus juste d'appliquer des grilles ou d'entrer dans un paradigme. Alors toi, tu viens de, donc on en a précisé, tu es sorti de McGill, qui est une institution très classique, mais tu as aussi maintenant la chance de côtoyer d'autres universités et d'autres façons de faire. En Belgique, ici, l'Université de Laval, en Écosse, ailleurs, en Europe, en France. Tu es sorti de la littérature pure pour entrer dans l'écopoétique, par excellence, une synthèse entre philosophie et écologie, entre autres. Qu'en penses-tu de l'avenir de la littérature? Que devrait-elle transmettre? Un savoir constitué ou un savoir en cours de constitution? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce qu'elle devrait transmettre principalement, c'est plus des qualités qu'un savoir. Très bien. Très bien. C'est une certaine vision du monde. C'est la capacité à être confronté à une situation. Un roman, c'est pas un discours, c'est beaucoup de discours. Et on peut en faire ce qu'on veut. On peut le lire de beaucoup de façons différentes. Absolument. Donc, c'est la capacité à voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ces discours-là, par opposition à le lire et dire « c'était bien ». Oui. À ne pas être capable d'avoir un dialogue avec des œuvres littéraires. Je pense que c'est le plus grand danger. Parce que ne pas être capable d'avoir un dialogue avec des œuvres littéraires, c'est lire les nouvelles de la même façon aussi. C'est être exposé à des discours politiques de la même façon, à des théories du complot de la même façon. C'est dire, oh, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Je crois que c'est intéressant. Bah, je vais en lire davantage. Ah tiens, est-ce qu'il y a vraiment un virus? C'est vraiment un problème de société. Oui. Et ce que la littérature permet de faire, et ce que les professeurs de littérature devraient avoir à l'esprit quand ils enseignent la littérature, c'est qu'ils n'enseignent pas un ensemble de discours sur des livres, parce que c'est très figé, ça c'est très fixe. Voilà, voilà. Ils enseignent à voir autrement l'objet du livre et à faire en sorte que les étudiants puissent avoir quelque chose à dire qui est personnel, parce que c'est vraiment important. Le fait de recracher, même si on le fait souvent en théorie, et c'est quelque chose qui m'énerve énormément, c'est l'application d'une théorie de manière telle quelle, de manière très figée, à une œuvre littéraire en disant... C'est très confortable, Miruna, c'est très confortable parce que ça, on peut le mesurer. Si la mémoire et bien d'autres facultés humaines, Miruna, n'est plus dans notre tête, mais dans notre ordinateur, c'est que notre cerveau se vide. Et ici, il y a un débat fort intéressant sur le terrain de la pensée contemporaine qui occupe les esprits depuis un moment. Est-ce qu'un cerveau se vide ou est-ce qu'un cerveau devient disponible? Disponible pour le nouveau qui est à venir. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu ici. On a souvent reproché aux jeunes littéraires entre autres, qu'ils ne savent rien. Je ne sais pas, les gens de ma génération, les vieux, toi tu es beaucoup plus jeune, on entend beaucoup se plaindre de ces étudiants. Ah, les étudiants, ils ne savent absolument rien, c'est catastrophique. Oui, mais savoir dans quel sens? Savoir dans un sens d'accumulation de mémoire, mais peut-être que ces jeunes-là ont besoin de vider leur cerveau pour se garder de l'espace pour des facultés non encore connues, qui sont à venir. Il faut se demander s'ils ne sont pas quelque part supérieurs à nous, en tout cas à nous, à notre génération, parce que d'un côté, ils absorbent tout ce qu'on leur demande d'absorber, donc des choses qui ne leur seront plus utiles d'ici quelques années, et ils le font selon des méthodes déjà très vieilles, donc on vient de voir, et de l'autre, ils doivent se préserver aussi de l'espace, de la disponibilité dans leur espace pour l'avenir. On est donc en plein concept de disponibilité, un concept très intéressant. Et si le concept de disponibilité a été étudié
souvent avec la perte, l'oubli, le deuil du savoir. Voilà. Moi, je voudrais proposer que l'on renuance quelque part ce concept en l'explorant en lien avec la sensibilité. Allons-nous devenir de plus en plus disponibles avec le développement des nouvelles technologies de la machine pour réintégrer notre sensibilité? À travers la littérature ou ce qui remplacera la littérature comme discipline telle que nous la connaissons aujourd'hui, euh, est-ce que nous allons pouvoir utiliser cette disponibilité pour réintégrer la sensibilité? Qu'est-ce que tu en penses? La formule que tu as employée, ça me fait penser à quelque chose que notre professeur d'écriture scénaristique, parce que j'avais pris un cours d'écriture scénaristique à McGill, disait. Il disait, le but de toutes les émissions de télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est ça. J'avais aussi enseigné Chloé Delhomme et j'avais fait des projets à mes étudiants quand j'étais professeure à Concordia. Et on a aussi beaucoup travaillé cette citation avec les étudiants. Donc, vendre le temps du cerveau disponible. Et Chloé Delhomme, elle a même elle est même entrée dans la télévision pour voir ce qui se passe dans la télévision. Elle est devenue intelligence artificielle pour pouvoir s'immiscer et voir mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui. Et la manière dont ça se fait, c'est à travers des réactions émotionnelles. Quand on est engagé émotionnellement, et il y a vraiment beaucoup de techniques qui permettent de faire ça dans l'écriture scénaristique, on voit une situation, on reconnaît très facilement les enjeux, le type de personnalité, le type d'intrigue, et tout de suite, ça enclenche, c'est presque subconscient, une réaction émotionnelle. On dit, ah, là, c'est la peur, là, c'est la crainte, la curiosité, là, c'est le rire, je vais rire à tel moment. C'est le conditionnement à certaines réactions, en fait. C'est ça que disons, les scénaristes sont capables de faire à un niveau extrêmement perfectionné. Et c'est utilisé pour vendre des produits. Encore une fois, on revient un petit peu à la même chose. La littérature, on pense à ça comme un objet qui permet d'être rentabilisé, qui permet en fait de rentrer, qui peut rentrer dans cette logique de rentabilité. Et je pense que les départements de littérature devraient peut-être essayer de faire ce que les scénaristes font, mais pas pour vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, c'est plutôt pour vendre du temps de cerveau disponible à la société. Pour faire en sorte que les jeunes, en sortant d'un cours de littérature, soient plus disponibles, plus capables de répondre de manière intelligente, articulée, vive, alerte à ce qu'ils voient. Ça peut être extrêmement, ça dépend de personne en personne, le type de réponse auquel on peut s'attendre. Mais c'est l'inverse que l'apathie, en fait. C'est vraiment essayer de susciter la réaction inverse à l'apathie face aux problèmes politiques, aux problèmes économiques, à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'on peut imaginer, plutôt que de regarder les nouvelles en disant oh, c'est vraiment, ça va dans toutes les directions, je me sens complètement perdue, qu'est-ce que je peux faire à l'échelle personnelle pour intervenir dans ces problématiques-là. Je vais rester de mon côté, je vais lire mes livres et ça va. C'est vraiment l'inverse qu'il faut chercher à faire si on veut que la littérature ait un sens dans la société. C'est faire en sorte qu'on part de l'œuvre littéraire pour aller vers l'extérieur, pour aller vers des gens qui sont capables de faire ce qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas lu ces livres-là. S'ils n'avaient pas été exposés à des univers fictionnels qui, en fait, nous mettent toujours constamment face à des situations qu'on ne contrôle pas. Comment réagir de manière intelligente à une réaction, à une situation qu'on ne contrôle pas? En tant que lecteur, on est entraîné de A à Z, on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer. Mais c'est rassurant en tant que lecteur parce que ça n'influence pas notre vie. Mais dans la société, tout ce qui se passe va influencer notre vie. Et c'est une forme d'engagement.
Selon toi, Oui, donc c'est une forme d'engagement, effectivement. oui. Alors là, c'est très intéressant parce que je retourne en Grèce antique, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis proposé de partir du présent vers l'avenir, mais parfois, Faut c'est faire le parfois des passé qui détours vers le m'envahit. Voilà, c'est ça. Alors, Socrate qui s'insurge contre les sophistes. On sait qu'il a fait toute sa vie, il s'est insurgé contre les sophistes, qui s'emparent à un certain moment donné d'une technique pour détenir le pouvoir, d'une technique de manipulation de l'esprit. Alors, il montre que nous ne pouvons pas fonder une société de citoyens libres, libres penseurs, dans le sens de l'idéal de la cité grecque, avec des gens qui sont uniquement dépendants des stéréotypes que l'on verse dans leur tête par des techniques de manipulation de l'esprit. Donc, on est exactement en plein de ce que tu disais. Aujourd'hui, on est plein dedans. Donc, cette disponibilité du cerveau dont on parlait tantôt peut être bonne d'un côté, utilisée pour des bonnes choses, tu en as touché des exemples, ou mauvaise. D'où le sens de responsabilité qui est associé à cette disponibilité. Parce que nous avons tous, tu l'as dit très bien, nous avons tous été en posture de nous bourrer les crânes avec des choses qui ne nous servent plus à rien, qui ne nous ont servi pas à grand-chose non plus. Et nous ressentions à cette époque-là d'aller contre nous-mêmes. De faire ce qu'on nous demande de faire pour avoir nos diplômes, le jeu. justement, mais d'aller contre nous-mêmes parce que ça ne nous plaisait pas du tout, ça ne nous faisait pas du tout penser différemment, on ressentait rien. Donc, cela nous faisait aller contre nos convictions. Est-ce qu'à l'avenir, c'est de cela qu'il faudra se garder? Ou de garder les jeunes, ou d'apprendre les gens à se garder, de se rendre disponibles à des choses qu'ils ne ressentent pas. Est-ce que Mm. la sensibilité peut nous rendre responsables à nous garder disponibles pour des bonnes choses et nous éloigner instinctivement des stéréotypes, des algorithmes qui veulent nous formater? Je crois que cette question de responsabilité est importante à garder à l'esprit dans le contexte où on parle beaucoup d'engagement social et de l'engagement social de la littérature, du militantisme. C'est quelque chose qui est assez mal perçu à l'extérieur par d'autres disciplines, notamment les sciences, qui auront tendance à voir les études littéraires comme étant peut-être un peu trop un espace d'endoctrinement où plutôt que d'apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, on leur enseigne comment penser de façon juste et morale, comment penser aux autres de façon juste et morale, à travers quel spectre théorique. Et je pense que une façon de se préserver de cette critique, mais aussi, disons, de nous empêcher de tomber dans un système où on reproduit cette sensation qu'on éprouvait en tant qu'étudiant quand on était dans le département d'études littéraires ou avant, d'avoir l'intention qu'on se bourrait le crâne et qu'on allait contre le temps de cerveau disponible. C'est en tant que professeur, mais aussi en tant qu'étudiant, parce on est toujours étudiant, on n'a jamais cessé d'apprendre, c'est d'avoir une certaine modestie dans cette capacité de faire sens du monde, de ne pas avoir l'impression qu'on a des réponses parce qu'on a tellement réfléchi. C'est très difficile à faire parce que c'est frustrant de se dire je suis partie d'un point A et j'ai tellement lu et j'ai tellement voyagé par l'esprit que je devrais être arrivée à un point B qui est tellement supérieur au point A. Mais c'est un point différent. C'est pas nécessairement un point qui surplombe le reste de la société où on peut verser des réponses toutes faites. Autrement, on ne peut pas tout simplement dire voici ce que tu dois penser, la manière dont tu dois penser, la manière dont tu dois ressentir de l'empathie envers telle personne, parce que ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas conditionner une façon, on ne peut pas conditionner des étudiants à être sensibilisés au sujet auquel nous sommes sensibilisés de la même manière dont nous avons été sensibilisés à ces sujets-là. Sensibiliser parce que c'est vraiment plus la même chose. Ouais. Ça.
Oui, donc cette responsabilité, c'est vraiment, je pense, en partie la pensée critique aussi. C'est la capacité de dire, bon, voici ce que je pense du monde, comme tel 30 ans, moi j'ai 30 ans, j'ai développé telle vision du monde, et bon, c'est parce que je suis passée à travers ce parcours-là et ce parcours-là. Mais dans 5 ans, probablement que je serai complètement à une autre étape de ma vie, que je verrai les choses différemment. Je Et l'espère. donc, c'est être capable de parler à des gens qui sont d'une autre génération ou même de notre génération, qui ont d'autres parcours, et de comprendre pourquoi ils ont une vision du monde qui est différente de la nôtre. Parce Oui. que c'est seulement cette empathie, en fait, qui permet le dialogue. Autrement, c'est un monologue. On parle, on a l'impression Mhm. oui, on a l'impression de transmettre un savoir ou une connaissance, une série de connaissances. Et en fait, on parle à un mur Oui. parce qu'on n'est pas capable de rejoindre un public selon sa propre sensibilité. Et cette empathie, donc, c'est aussi un des volets de la sensibilité dont il est question. Et tu l'as très bien vu en rapport avec la responsabilité et avec la disponibilité et cette idée de ne plus aller contre nos propres convictions. Alors, troisième et dernière question, Myrna. En 3 mots, comment rêves-tu la littérature sur la scène du savoir à l'avenir, dans un futur pas trop éloigné? Je dirais que sur le plan théorique, l'étude de la littérature devrait servir à encourager autant que possible le développement de la pensée critique. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais ce serait vraiment le premier mot, la pensée critique. Dans l'enseignement, il serait bon que l'essentiel du temps dont les professeurs et les chargés de cours disposent pour interagir avec les étudiants soit consacré à des discussions plutôt qu'à la passation d'un savoir. Donc le dialogisme, c'est un élément extrêmement important de l'avenir de la littérature, je crois. Enfin, bon, en ce qui a trait à l'avenir du milieu littéraire lui-même, je crois qu'il faudrait parvenir à s'éloigner, comme je l'ai déjà dit, de la conception mercantile qui présente les livres comme des objets de consommation Mhm. pour les concevoir davantage comme des réseaux. Le Mhm. milieu du livre fait partie d'une infrastructure culturelle comparable à un aéroport ou à des autoroutes qui Mhm. nécessite un entretien permanent pour permettre la circulation des idées. Mhm. Et la dégradation continue de cette infrastructure représente un danger collectif auquel le public devrait être davantage sensibilisé. Et quand je parle du public, je parle des gens qui travaillent pour le gouvernement aussi, qui devraient être davantage au fait de cette réalité-là pour concevoir le milieu littéraire comme une infrastructure, pour permettre, enfin, de maintenir cette infrastructure à un niveau fonctionnel. Voilà. Merci. Léona Kratunescu, merci beaucoup pour avoir pris de ton temps à penser un peu l'avenir. Merci pour toutes les belles lancées, les portes ouvertes, les avenues indiquées aujourd'hui. C'est précieux, d'autant plus précieux que cela vient d'une jeune chercheure très prometteuse, disponible aux sensibles, responsable aussi comme tu es. Je te souhaite de renaître et d'habiter poétiquement la littérature autant comme discipline ou ce qu'elle deviendra à l'avenir que sur le terrain de ta propre création littéraire en tant qu'écrivaine. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Milona. Mylène. Merci. C'est à ton plaisir.